Bonjour, vous nous rejoignez au stade olympique de Munich où sera donné le départ et l'arrivée de ce championnat du monde élite de cyclocross. Les conditions météo, vous le voyez, regardez le ciel, ciel bleu azur, des conditions météo hivernales mais excellentes. Il fait moins 1 degré, il faisait moins 5 ce matin au lever du jour, il a fait moins 10 durant la nuit et le parcours long de 3 km 500 tracé dans un premier temps à l'intérieur du stade olympique, mais ensuite à l'extérieur dans le célèbre parc olympique de Munich. Le parcours est dégelé en surface. Bernard Thévenet, ce sera l'une des clés de ce championnat du monde élite. Ce changement de conditions météo, on s'attendait à un terrain très dur. En fait, c'est un terrain extrêmement glissant. Oui, c'est un terrain extrêmement glissant. On peut dire partout. Là où il y a du soleil, ça a dégelé, donc ça fait un peu de boue, un petit peu comme un Arles au championnat de France. Donc c'est très glissant. Et puis il y a d'autres endroits où c'est resté très très dur, mais comme le terrain est gelé, eh bien il est également glissant. On peut penser. Jean-René. En plus, avec les nombreux dévers. Jean-René Bernard, vous m'entendez? Le plus important finalement dans le championnat du monde de cyclocross, ce seront les pneumatiques. Il faudra avoir de bons pneus. Et Jean-René Godard. C'est doté de très bons pneumatiques avec un caoutchouc spécial qui accroche et avec des petits crampons sur les côtés, un petit peu comme les pneus de VTT, mais en Une partie derrière vous, vous avez vu cette tour qui s'élève dans le ciel. C'est tout simplement le monde entier. Cela fait très exactement 25 ans que ce parc olympique de Munich a été inauguré à l'occasion donc des Jeux d'été. Et depuis, ce parc est l'un des endroits du monde les plus de spectateurs dans ce parc olympique, ce qui est tout simplement extraordinaire. L'architecture très futuriste, elle le reste toujours, bien que les installations datent de 25 ans. Et ce parcours, vous voyez ici une partie très boueuse en surface. Le circuit, je vous l'ai dit, totalise 3 km 500. Il y aura 1340 mètres de route en bitume, 537 mètres de revêtement synthétique, 1413 mètres de pré avec une montée à 37%, une descente, des sections à parcourir à pied, 23 mètres de dénivellation par tour. C'est un circuit extrêmement technique. Sur la ligne de départ, 62 concurrents représentant 19 nations. L'équipe de France pour ce championnat du monde est composée du champion de France Christophe Mangin, il aura le dossard 25, José Jauregui le nordiste, dossard 26, Dominique Arnoux qui a été champion du monde en 1993, dossard 27, enfin David Panier, dossard 28. Vous avez remarqué à l'énumération de ces noms que Jérôme Ciotti n'était pas au départ. Jérôme Ciotti, fatigué, il a enchaîné la saison sur route, la saison de VTT et le cyclocross. Il est fatigué depuis le championnat de France et il a préféré renoncer. Il n'y aura donc que 4 Français dans un championnat du monde où les favoris seront avant tout les Hollandais, Adrie van der Poel, le tenant du titre, et son compatriote Richard Groenendaal. Attention également au Tchèque Simonek, au Suisse Thomas Frisknech ou encore aux Belges comme Paul Herigers. Une dizaine de concurrents peuvent gagner ce championnat du monde, mais l'avantage est pour l'instant aux Hollandais qui ont dominé la Coupe du Monde et le Super Prestige tout au long de la saison. La ligne de départ, les positions sur la ligne sont déterminées, Bernard Thévenet, en fonction du classement mondial. Il n'y a rien de plus juste. Non, il n'y a rien de plus juste. Elle est déterminée en plus par nation, ce qui fait qu'on a pratiquement toutes les nations représentées en première ligne. Et en deuxième ligne, on met le deuxième coureur de la nation. Alors les coureurs sont choisis par ordre préférentiel de la nation. C'est la nation elle-même. Par exemple, c'est Jean-Yves Plaisance qui choisit pour la France l'ordre de départ de ses coureurs, première, deuxième, troisième ligne. Alors, ce moment du départ, Bernard Thévenet, est un moment important, car autant en cyclisme sur route, le départ se fait toujours relativement tranquillement, autant en cyclocross, il faut très très vite avoir la bonne position. Donc ça veut dire faire un effort extrêmement violent dans les premières centaines de mètres. Oui, il faut absolument rester bien placé. On l'a vu d'ailleurs hier où malheureusement nos jeunes Français, les espoirs, ne sont pas partis très corrects. Et c'est parti! Et c'est parti! Départ donné sur la piste en tartan du stade olympique de Munich. Les concurrents vont virer et prendre, ils vont, vous voyez, virer à droite. Comme s'il effectuait en fait un tour de piste. Oui, oui.
hein, la piste développant 400 mètres. Ils vont, voilà maintenant, ils sont dans la ligne opposée avec Bramati et Pontoni, les Italiens qui ont pris un très bon départ. Également dans les premières lignes, Richard Gronendal, il y a là aussi Paul Erigers. Voilà les concurrents qui en terminent avec ce tour de piste. Ils vont au bout de la ligne droite virer à gauche et prendre ce que l'on appelle l'entrée des marathoniens. C'est par cette porte qu'arrivaient les héros du marathon olympique en 1972. Ils entraient et sortaient par cette porte, les marathoniens. Les cyclocrossman viennent de sortir. Voici maintenant la partie bitumée. Toujours Luca Bramati, je vous l'avais dit en tête. Excellent départ de Luca Bramati, qui est un bon cyclocrossman, mais aussi un grand coureur de VTT. Peloton très étiré. Nous sommes sur la partie asphaltée, partie en faux plat montant. Bramati a perdu la tête. C'est un Hollandais. Je pense que c'est Gronendal. C'est Gronendal, c'est bien lui. Hein, Richard Gronendal. Et voici, vous voyez qu'il y a de la neige sur le bas-côté. Premier passage de planche. Et sur la gauche, oula, sur la gauche, les escaliers. Si le spectateur qui est devant pouvait s'écarter, ce serait parfait. Ou le caméraman changer d'axe. Regardez ces escaliers. C'est une montée qui est très difficile et vous voyez que c'est un petit peu blanc, ce n'est pas de la neige, ce sont des copeaux. Les organisateurs et la commission de l'UCI a fait mettre des copeaux pour essayer d'éponger un petit peu le terrain et le rendre un peu moins glissant. Alors essayons de voir où sont les coureurs français. Je n'en ai pas vu un dans les 10 premiers. Vous voyez que les lacs derrière du parc olympique sont gelés. Nous vous parlerons tout à l'heure des conditions météo connues par les habitants de Munich depuis 1 mois et demi. C'est spectaculaire, c'est un Espagnol là qui vient de prendre la tête. Avec Luca Bramati, avec Pontoni, avec Gronendal. Regardons bien Bernard. Pas encore de concurrents français. Rappelons que l'équipe de France est composée de Mangin, de Jauregui, de Arnoux et de Panier. Attention au dévers ici, c'est très dangereux, très difficile. Et les hommes de tête sont avantagés parce qu'ils peuvent choisir leur trajectoire. Alors que les hommes à l'arrière sont obligés de composer en fonction des coureurs qui sont devant eux. Bramati, Pontoni sont partis comme des fusées véritablement. Oh, regardez la difficulté à conserver l'équilibre. Richard Gronendal voilà, et une chute. Alors un petit problème, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur les chutes. Il y a des filets sur les côtés. Le champion d'Allemagne, c'est un peu dangereux. Le champion d'Allemagne, Niederbing, est en 3e position. Il y a la R.A. Gers également. Paul Erigers, Dernis. Je ne vois toujours pas de concurrent français, Bernard. Hein. La caméra est partie. Il n'y a pour l'instant pas de concurrent français parmi les 12 premiers. C'est une certitude. On peut même dire les 15 premiers. Malheureusement. Toujours les deux Italiens en tête. Et c'est un circuit qui finalement est par endroits extrêmement roulant et par d'autres endroits extrêmement dangereux. Que le concurrent allemand là en 3e position, vous savez qu'il a un guidon de VTT. Il n'a pas choisi le guidon course route. Franz Josef Niederling, le champion d'Allemagne. Il faut préciser que le meilleur spécialiste allemand qui a déjà été champion du monde, Mike Kluge, n'est pas au départ. Il a fait une chute terrible à l'automne avec des côtes cassées et il n'a pas pu se préparer pour ce mondial. Il y a des endroits qui sont très physiques comme ici où il faut faire un très gros effort pour pouvoir passer la côte en vélo sans mettre pied à terre. Et après, ce n'est pas un chemin ici, hein, c'est encore de la prairie. On se souvient qu'à Montreuil l'année dernière, Bramati et Pontoni avaient déjà fait une course très impressionnante. Il y a de la neige, des copeaux, de la sueur, de la boue. Alors il y a ici les coureurs tournent sur une petite butte comme sur une piste. Parce qu'ils ne peuvent pas tourner directement sur la route. Alors, je vous précise tout de suite, pour que vous puissiez facilement les identifier, que Pontoni a le dossard 37 et Luca Bramati le dossard 43. Lors du dernier championnat d'Italie qui s'est disputé le 12 janvier, Pontoni l'a emporté avec 3 secondes d'avance sur Bramati. Ils ne se quittent pas, ces deux-là.
Et ils ont fait un début de saison assez prudent, justement, parce que l'année dernière, ils avaient terminé 2e, 3e. Et cette année, ils ont fait un début de saison un peu plus prudent pour arriver en très bonne condition physique en fin de saison de cyclocross. Le coureur français, là, il me semble que c'était Panier, mais je ne suis pas certain. On n'a pas vu assez longtemps. Mais donc, les coureurs italiens ont retardé un petit peu leur saison pour arriver en très bonne condition physique. Et là, dernièrement, Bramati a prouvé à Wetzikon en Suisse qu'il était vraiment au-dessus du lot. Il y a ici les coureurs viennent de passer des planches. Ils sont obligés de descendre de vélo parce qu'il y a deux planches environ 2 mètres l'une derrière l'autre. Il est impossible de se redresser pour pouvoir passer la seconde en vélo. Toujours le tandem des coureurs italiens. Daniele Pontoni, Luca Bramati. L'an dernier à Montreuil, souvenez-vous de ce... Ouh, l'écart! Il a fait un petit écart avec la roue avant et la roue arrière a chassé. Ah, oui. Il a presque fait un tête à queue, mais il n'est pas tombé, il est resté sur les 2 roues. Pontoni est revenu tout de suite, là on le voit. Oui, mais il a perdu un petit peu de terrain. Vous voyez, là, hop, il y a un dévers ici. Hein. On ne voit pas très bien là, mais en réalité, la route est beaucoup plus haute à droite que sur la gauche. Pontoni s'est mis en travers. Alors, ce circuit très glissant en certains endroits nous a valu ce matin un championnat du monde junior fertile en rebondissement. Championnat qui a été gagné par le Suisse David Rouch, 2e l'Italien Stefano Toffoletti, 3e l'Allemand Stéphane Weigold. Les Français Dieudonné et 4e. John Gadret 6e, Thomas Lécuyer 7e, c'est-à-dire que l'équipe de France a remporté le titre mondial par équipe, mais en ce qui concerne le classement individuel, une très grosse déception, puisque John Gadret, à un tour de l'arrivée, pouvait croire au titre mondial, et il a été victime d'une chute qui l'a éliminé pour le podium. Les Français, donc vainqueurs par équipe, disons que c'est une consolation pour l'équipe de France dirigée par Jean-Yves Plaisance. Pour mémoire, je vous rappelle que hier, chez les moins de 23 ans, le titre est revenu au Belge Sven Nys, 2e Bart Wellens, un autre Belge, 3e et médaille de bronze, le Français Christophe Morel, 4e, un autre Français qui était tenant du titre, Miguel Martinez. Finalement, les jeunes Français n'ont pas remporté beaucoup de médailles, mais ils sont quand même très bien distingués, puisqu'il y en a beaucoup dans les 10 premiers. Évidemment, on ne voit souvent que la victoire, mais si ces jeunes persistent dans le cyclocross, je pense que ce sera très bien pour l'entraîneur national, Jean-Yves Plaisance. Tout à l'heure, nous étions à l'entrée et à la sortie des marathoniens. Eh bien, dans le sens inverse, les 2 coureurs italiens. Passage de planche, enchaînement, vous voyez, de planche sur la piste en tartan du stade olympique de Munich. C'est bien sûr le stade où joue habituellement le Bayern de Munich. Bayern de Munich, 48 000 spectateurs de moyenne depuis le début de la saison en Bundesliga. Le championnat allemand actuellement, c'est la trêve. Le Bayern rejouera le 15 février ici à domicile contre San Paoli. Les 2 Italiens qui en terminent avec leur premier tour. Nous allons voir le temps par rapport aux espoirs hier. 9 minutes, cela fait une quinzaine de secondes de moins que les moins de 23 ans hier après-midi. Derrière, Wim De Vos. Voilà Wim De Vos. Wim De Vos qui n'est autre que le champion de Hollande en titre. C'est lui qui est passé en 3e position. Alors 3 et 3, 6, 7, 7 et 4, 11. 11 coureurs passés, toujours pas de coureurs français. 11 et 4, 15. En voilà un. Et en voilà un, c'est David Panier, je crois, qui vient de passer. Vous ne l'avez pas l'image, je crois que c'est David Panier. On voit ici toute la difficulté de maintenir la trajectoire dans les dévers. Que les coureurs ont beaucoup de difficultés à choisir un endroit pour pouvoir passer. Alors ici, comme ce sont des escaliers, les coureurs mettent les vélos sur l'épaule. Et il faut repartir tout de suite. Ici, le poste de dépannage.
qui est très bien placé puisque les coureurs sont déjà à pied, donc peuvent changer de machine assez facilement. José Jauregui qui vient seulement de passer sur la ligne. Et là, vous voyez que le terrain est extrêmement glissant. Là, le concurrent belge vient. Pendant que vous commentez, Bernard, le passage des escaliers, je continue de regarder les passages des concurrents. Ici, c'est une butte à pied. Bon, une certitude, hein, il n'y a pas de Français pour l'instant parmi les 15 premiers. Et nous avons vu donc Jauregui, nous avons vu Mangin, nous avons vu Panier, Dominique Arnoux. J'ai pas vu passer Dominique Arnoux, mais il faut dire que nous sommes dans les tribunes, tout en haut des tribunes du Stade Olympique, et que l'écran, bien évidemment, ne montre que les premiers. Donc nous resterons extrêmement prudents. Nous allons entendre le deuxième tour pour voir exactement quelle est la position de Dominique Arnoux pour l'instant dans ce championnat du monde. Nous revenons sur les deux hommes de tête. Il est dur à négocier celui-là. Hein. Ouais. Il y a déjà plusieurs concurrents qui se sont aidés du piquet. Regardez là, le dévers. Oh là là. Les coureurs sont vraiment obligés de faire des acrobaties. Que va faire De Vos ici? Il passe assez bien. De Vos qui est le champion de Hollande. Regardez comme il est obligé de sortir le pied et il a quelques peines à bien maintenir sa trajectoire. Alors ici les courants montent à pied et beaucoup de concurrents ici ont mis des crampons sous les chaussures. Hein, les passages à la fin du premier tour. Hein, De Vos effectivement, Gilles le Polonais, Gronendal et Thomas Friesnecht. Adrie van der Poel était un tout petit peu plus loin. Il est passé 9e, 10e. Et retour, là pour l'instant, Bernard Thévenet, ils ont complètement asphyxié leurs rivaux, les deux Italiens. Et oui, ils sont au-dessus du lot, aussi bien techniquement que physiquement, puisqu'ils augmentent sans cesse leur allure. Wim De Vos. Qui essaye de lâcher Darius Gilles, ou Gil, je ne sais pas, le Polonais. On voit très bien la sueur, les copeaux qui ont été mis sur le parcours. Hein. Au contact des pneus, ça vole. Et on a mis ça pour essayer de stabiliser un peu le terrain. Pour essayer d'assécher un petit peu. Ouais. Hein, parce que sinon le terrain était beaucoup trop glissant. Donc je disais tout à l'heure, les concurrents mettent sur des terrains glissants comme ceci, mettent des crampons sous leurs chaussures, comme des crampons de football. Bien sûr, il est difficile de les placer. Il faut les placer à l'avant et bien sur les côtés des chaussures, sinon on ne pourrait pas rentrer les pédales. Daniele Pontoni et Web Ramati. Sur des circuits aussi glissants, il suffit d'une toute petite faute. Attendez, parce que une chute et le coureur se retrouve assez loin à l'arrière. Il n'y a plus que Pontoni. Hop, il va faire le tour de la butte. Écoutez, il va se relancer. Bramati a été victime d'un incident technique, hein, c'est obligatoire. On ne voit plus que Pontoni. Incident technique ou chute. Ça c'est Thomas. C'est Dieter Runkel, pardon. Dieter Runkel qui a été champion du monde en 1995, qui vient de passer. Alors le circuit est alterné, hein. Il y a beaucoup de portions qui sont en route, qui sont vraiment de la bonne route, ce n'est même pas du chemin, tout à fait de la bonne route. Et puis à côté, il y a de la prairie ou des escaliers. Alors donc, nous confirmons bien, Daniele Pontoni. Nous suivons Daniele Pontoni, qui était accompagné de Luca Bramati. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de Luca Bramati. Pontoni qui disparaît. Et Pontoni qui se retourne pour regarder. J'ai l'impression qu'il doit se demander ce qui est arrivé à son compatriote. Puis aussi, comme il a fait un départ extrêmement rapide, il a peut-être besoin de souffler un petit peu. Oui, alors il regarde, il jauge l'avance qu'il a sur ses adversaires pour savoir s'il peut se permettre un petit répit. Essayer de faire redescendre un petit peu le rythme cardiaque, essayer de récupérer un peu. Vous voyez qu'il y a beaucoup de lumière dans le parc olympique. Grand soleil, ciel bleu. Il fait froid, température négative. Il n'a pas changé de vélo, hein. On l'a vu là à l'instant. Il y avait les deux mécaniciens de l'équipe italienne qui lui ont proposé un vélo et il n'a pas changé. C'est ce que nous expliquions l'autre jour à Arnes. Et voilà, regardez, voilà Wim De Vos. Le réalisateur s'est arrêté et il a enfin eu raison. Voici Wim De Vos qui est deuxième.
Voici Gilles. Non, c'est Thomas Friesknecht qui est derrière. Voici Gilles. Le voilà Gilles qui change de vélo. Gilles. Voici Runkel, Dieter Runkel. Ben, Bramati a disparu. Hein. Oui. Bramati aurait complètement il a dû être victime d'une chute. Disparu. Ah oui, c'est clair. Hein. Je veux dire, là, on a bien vu passer. Donc, Pontoni. Voilà Luca Bramati. Le voilà. On a vu Bramati, vous avez vu, en haut de la côte. Ce qui veut dire que Bramati a perdu beaucoup de terrain. Il est distancé. Je pense que c'est ça, hein, Bernard. On va attendre un peu parce que pour l'instant, c'est pas très clair. Et lorsque les concurrents repasseront sur le stade, on pourra faire un classement beaucoup plus simple, enfin tout au moins beaucoup plus fiable. Donc ici, vous voyez que les coureurs sont obligés de prendre vraiment les trajectoires au millimètre. Parce que pour eux, c'est extrêmement difficile. Et le moindre petit écart au début du choix de la trajectoire, eh bien, peut se transformer par une catastrophe en bas. Daniele Pontoni. Il y a beaucoup de relance sur qui se retrouve dans la partie asphaltée qui longe le stade olympique. Voilà, Pontoni qui va terminer son deuxième tour. Vous parliez tout à l'heure des marathoniens, Jean-René. Bien là, l'avenue, c'est l'avenue Spiridon Luis, qui est le premier vainqueur du marathon des premiers Jeux olympiques. Ici, c'est Bramati. C'est Bramati qui est devant, ils se sont trompés. Ouais, comme quoi on a eu raison d'attendre un peu, parce que oh là là, il y a pas toujours très clair. Connaître que notre ami réalisateur, en fait, c'est il avait perdu complètement Bramati, soyons clairs. Hein. A d'ailleurs fait apparaître une incruste montrant Daniele Pontoni. Pendant 3-4 minutes, Bramati a disparu, hein, soyons clairs. Voilà. Alors, nous allons pouvoir faire un point précis avec Luca Bramati, qui avait disparu de l'image pendant 4-5 minutes et qui y revient. Tant mieux pour lui. Il reste 5 tours. Vous savez que le nombre de tours est déterminé en fonction de la moyenne. Voici Wim de Vos. Runkel. Dieter Runkel, champion du monde en 1995. Voilà des ralentis, c'est une bonne idée. Ralf Berner, peut-être aurait-il mieux valu. C'est vraiment un ralenti pour tout le monde. Ouais. Ralf Berner, l'Allemand, qui chute également de Marcel Gerritsen, le Hollandais. Ce sont des chutes fort heureusement sans gravité, elles sont très spectaculaires. Alors que ça, c'est du nouveau Pontoni. C'est de nouveau Pontoni. Hein. Pontoni qui a un casque blanc à l'avant. On peut faire entrer les téléspectateurs qui nous regardent dans la confidence. Nous sommes plusieurs commentateurs à nous interroger, à nous regarder. Et je me demande si je crois que c'est Daniele Pontoni. Je crois que c'est Daniele Pontoni qui est premier et Bramati qui serait deuxième, Bernard. Et j'ai l'impression que le réalisateur, tout simplement, avait perdu alternativement les deux Italiens. Donc, attendre. Y compris d'ailleurs le passage ici, sur c'est Bramati, ça. Là, maintenant, c'est Bramati. Le Bramati a le dossard 43, Pontoni le dossard 37. Mais surtout, Bramati a un casque rouge avec une visière jaune à l'avant, alors que celle de Pontoni est blanche. Mais on a toujours beaucoup de peine à les voir alternativement. Donc ici, c'est Pontoni avec la visière blanche. Regardez l'effort de Pontoni pour rester sur la machine, pour arriver à virer sans perdre trop de temps. Et c'est la petite partie à pied va pouvoir maintenant se relancer.
Voilà, regardez, c'est bien ça. Hein. Pontoni, Oui. Pontoni que le réalisateur n'a pas perdu un mis. moment. Le réalisateur ne l'a pas montré, passé sur la ligne, terminé son deuxième tour. C'est-à-dire qu'il est alternativement Bramati et Pontoni sont sortis en fait du schéma de la course. Pontoni, Bramati, De Vos, Friesnech, c'est ça, Runkel. Et tout le monde s'est posé la question, hein. Tous les commentateurs, nous nous sommes tous regardés en nous interrogeant. Il faut dire que qu'il y avait de quoi s'étonner parce qu'on ne comprenait pas pourquoi l'un ou l'autre avait pu disparaître de la course, excepté sur une... Ouais, retarder, c'était plausible, mais disparaître Oui, c'est ça, complètement, c'est ça. c'était un... Donc ici, c'est casque rouge, visière jaune, c'est Bramati. La visière blanche, c'est Pontoni. Daniel et Pontoni. Alors le premier Français actuellement en course, c'est Christophe Mongin. Christophe Mongin qui est actuellement en 15e position. Il faut dire que nous n'avons pas d'image des concurrents au-delà de la 7e, 8e place. Et seul le passage au terme du tour nous permet d'identifier les coureurs qui ne sont pas parmi les 8 premiers. Thomas Frischnecht. Thomas Frischnecht qui a été vice-champion olympique de VTT cross-country. Qui est le fils déjà évidemment d'un autre Frischnecht qui lui avait terminé 3e d'un championnat du monde de cyclocross également. Alors De Vos qui va passer sur... c'est un petit talus, comme ça c'est bien vu, un petit talus en bas d'une descente. Les coureurs peuvent donc virer sur le talus, perdre moins de temps. Voilà, des concurrents distancés. On a vu Mark Janssens, le Belge, qui a gagné l'une des épreuves de la Coupe du Monde. Vous voyez que le concurrent ici à pied, en l'occurrence le concurrent allemand, va plus vite que Urban. Malte Urban. Mais il va plus vite que le Tchèque qui était resté sur son vélo. Et plus, évidemment, plus on avance dans la course, plus le terrain est remué, plus il est glissant, plus il devient difficile. Et plus les coureurs ont intérêt à passer à pied. Et pourtant, plus on avance dans la course, plus on est fatigué, et plus on a envie de rester sur le vélo. Moins on a envie de courir à pied. Alors, il y a un choix à faire et il faut se décider rapidement. Et quelquefois, mais une mauvaise décision peut vous faire perdre plusieurs places. Ça passe juste là. Et c'est toujours, pour l'instant, cette superbe performance, superbe comportement des concurrents italiens et de Daniele Pontoni qui vient de virer, de passer devant le poste de dépannage. Alors il faut préciser concernant Daniele Pontoni qu'il a été 3e du championnat du monde amateur en 91 et que l'an dernier à Montreuil, il était médaille d'argent, 2e derrière Adrie van der Poel. En ce qui concerne Bramati, il était l'an dernier médaille de bronze, 3e à Montreuil. Cela fait donc plusieurs années que les deux coureurs italiens figurent soit sur le podium, soit parmi les 5-6 premières places. Oh, attention, vous avez la petite chute, glissade, sans conséquence. Il est reparti tout de suite. Pontoni et Bramati.